chassé de chez moi par mon père à l'arrivée de mon frère et sa femme enceinte. Tu ferais mieux de partir, a-t-elle ricané. Je suis parti. Peu après, leurs rires ont cessé et la panique l'a envahi. Déiesse-moi que ce n'est pas vrai. Libère la chambre, a dit mon père, sans chuchoter, sans demander. Le soir même, mon frère s'est pointé avec 2 valises et une femme enceinte que j'avais rencontrée une seule fois. Tiffen se tenait derrière Marc, scrutant ma chambre, la chambre que j'avais peinte moi-même, les étagères que j'avais montées avec ma propre perceuse, chaque mètre carré payé avec mon propre argent, et a ajouté, ce serait mieux si tu quittais carrément la maison. Mon père a hoché la tête. Ma mère regardait le sol. Personne n'a dit un mot de plus. Je suis parti. J'ai emballé tout ce que je possédais dans 3 cartons et j'ai quitté une maison dont l'acte de propriété ne portait que mon nom, et uniquement mon nom. Mais ce que ma famille ne savait pas, ce qu'ils allaient découvrir quelques jours plus tard, a poussé Tiffen à m'appeler à 23h, la voix tremblante. Ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je m'appelle Sophie Bernard. J'ai 29 ans et je suis ingénieur en génie civil agréé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Maintenant, laissez-moi vous ramener au jour où j'ai signé les papiers pour une maison que je pensais pouvoir maintenir ma famille unie. Je me souviens du stylo. C'était un stylo à billes bleues bon marché, du genre que l'on prend dans un pot sur le bureau d'une réceptionniste, et je l'ai utilisé pour signer le document le plus cher de ma vie. Le 14 mars, il y a 4 ans, dans une étude de notaire de la rue de la République à Lyon. Le notaire a tamponné l'acte de propriété, l'a fait glisser sur la table et a dit « Félicitations, mademoiselle Bernard. Tout est à vous. Tout à moi. » Mon nom, Sophie Bernard, était le seul nom sur cet acte. Pas de co-signataire, pas de copropriétaire, juste moi. Une jeune femme de 25 ans avec un diplôme d'ingénieur fraîchement obtenu, un salaire de départ de 72 000 € et un prêt aidé par l'État de 234 000 €. Mensualité, 2 340 €, dû le premier de chaque mois pour les 30 prochaines années. La maison était plus grande que ce dont j'avais besoin. 2 étages, un sous-sol à moitié aménagé, 3 chambres, un jardin avec un érable qui laissait tomber ses feuilles sur l'allée chaque octobre. Je n'avais pas besoin de 3 chambres. J'en avais besoin d'une. Mais j'ai acheté une maison avec 3 chambres parce que mon père, Gérard Bernard, 58 ans, plombier à la retraite avec un mal de dos et une pension d'invalidité de 1 480 € par mois, venait de vendre le mobil-home dans lequel lui et ma mère avaient vécu pendant 11 ans. Il n'avait nulle part où aller. Alors, j'ai fait de la place. L'accord était simple. Ils emménageraient, contribueraient aux charges, et nous serions une famille sous un même toit. C'était ça, l'accord. Verbal, pas de bail, pas d'accord écrit, juste la confiance. Ils ont emménagé la semaine suivante. Ma mère a apporté sa collection de coques en céramique. Mon père a apporté son fauteuil inclinable et ses opinions. Aucun d'eux n'a jamais payé une seule facture de charge. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est que j'ai passé 4 ans à croire que si je continuais à payer, à entretenir, à prouver ma valeur, ils finiraient par voir ce que je valais. Ils ne l'ont jamais vu. Laissez-moi vous parler de la hiérarchie dans la famille Bernard, car cela expliquera tout ce qui va suivre. Marc Bernard, mon frère aîné, 33 ans, beau de cette manière qui vous obtient un 2e rendez-vous, mais jamais une 2e promotion. Il vendait des voitures d'occasion au garage de la Saône et en parlait comme s'il concluait des fusions à la Défense. Mon père l'adorait. Gérard Bernard avait une croyance qui gouvernait toute sa vision du monde, les fils portent le nom, les filles portent les courses. Marc était l'avenir. J'étais l'infrastructure. Quand Marc a été diplômé de l'IUT, ce qui lui a pris 3 tentatives et un septembre 2020 en statistique, mon père a organisé un barbecue dans le jardin. 16 personnes, des hamburgers, de la bière, une banderole qui disait « Fier de toi », avec mon fils en lettres capitales. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention de l'INSA Lyon, mention très bien 7 semestres sur 8, mon père a envoyé un SMS. 4 mots, bien joué ma grande. Pas de point d'exclamation, pas de barbecue. Quand j'ai réussi l'examen d'agrément d'ingénieur, une certification que moins de 25% des diplômés en ingénierie obtiennent, ma mère a dit, c'est bien, ma chérie. Ton frère vient d'être promu vendeur senior. Vendeur senior dans un garage de voitures d'occasion avec 38 000 € de dette de carte de crédit. Mais Gérard n'était pas au courant de la dette.
Ou peut-être qu'il l'était et s'en fichait. Ce que je sais avec certitude, c'est qu'il prêtait discrètement de l'argent à Marc sur sa pension d'invalidité. 5 000 € par-ci, 3 000 € par-là. Et puis il se tournait vers moi pour me demander de l'aide pour les factures ce mois-ci, ma puce, les médicaments nous tuent. Je disais toujours oui, parce que c'est ce que fait une infrastructure. Elle soutient tout et personne ne le remarque jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Puis, un vendredi soir, Marc a appelé avec une nouvelle qui a tout changé. Avant d'en arriver à cet appel, je veux que vous compreniez les chiffres, car les chiffres ne mentent pas. Et dans ma famille, c'était la seule chose qui ne mentait pas. En 4 ans, j'ai payé 48 mensualités de 2 340 € chacune. Cela fait 112 320 €, juste en capital et intérêts. En plus de cela, j'ai couvert la facture d'électricité, qui s'élevait en moyenne à 380 € par mois dans la région, où les hivers sont rudes. L'eau et l'assainissement coûtaient environ 90 €. Internet et la télé. Mon père insistait pour avoir le bouquet sport. Cela ajoutait 200 € de plus. Les courses, je complétais à hauteur d'environ 150 € par mois parce que mes parents prenaient tout leur repas à la maison et n'ont jamais poussé un chariot dans un supermarché. Si on additionne tout, cela fait 147 360 €, au bas mot, sur 4 ans, prélevés sur mon salaire pour une maison où je dormais dans une seule chambre et ne demandais rien à personne. J'ai aussi repeint l'extérieur 2 fois, moi-même, 2 week-ends à chaque fois, perché sur une échelle de 6 mètres. J'ai remplacé la section du toit au-dessus de la terrasse arrière quand elle a commencé à fuir. 4 200 € de ma poche. J'ai installé un chauffage au sous-sol parce que mon père se plaignait qu'il y avait des courants d'air en bas. 3 100 €. Ma voisine, Louise Becker, 67 ans, qui habitait à côté depuis 11 ans, a tout vu. Chaque séance sur l'échelle, chaque sac de paillis. Chaque samedi matin, j'étais dehors avec une pelle à neige à 6 heures du matin pendant que mes parents dormaient. Louise m'a arrêté une fois, se penchant par-dessus la clôture. « Ma chérie, où est ta famille quand tu es là-haut sur cette échelle ?» J'ai souri et j'ai dit, « Ils sont à l'intérieur. » C'est un peu le but. Pour qu'ils soient à l'aise à l'intérieur. Louise m'a jeté un regard. Je ne l'ai pas compris à l'époque. Je le comprends maintenant. C'était de la pitié. Puis Marc a appelé. Sophie, je rentre à la maison et je ne viens pas seule. La voix de Marc avait cette lueur particulière qu'elle n'avait que lorsqu'il voulait quelque chose. Je l'avais déjà entendu quand il avait besoin d'un co-signataire. J'avais dit non. Quand il voulait emprunter ma voiture pour un week-end qui s'est transformé en 2 semaines. Quand il m'a demandé de parler à papa pour qu'il lui envoie plus d'argent. Cette fois, il amenait Tiffaine, sa femme depuis 8 mois, enceinte de 7 mois. Ils sont arrivés un vendredi soir, 2 grandes valises, 3 cartons de fournitures pour bébé, et Tiffaine, qui est sortie de la voiture de Marc et a regardé la maison comme on évalue un objet dans une vente aux enchères. Elle avait 30 ans, travaillait à temps partiel comme réceptionniste dans un cabinet dentaire et avait une façon de faire sonner chaque phrase comme si elle vous rendait service en parlant. Mon père était prêt. Je l'ai réalisé dans les 30 secondes suivant leur arrivée, car les meubles du salon avaient déjà été réarrangés, un coin dégagé, un espace créé. Gérard savait qu'il venait. Il s'était préparé et il ne m'avait rien dit. Mais Tiffaine a jeté un coup d'œil au salon et a secoué la tête. Ça ne va pas le faire. On a besoin d'une vraie chambre. Je suis enceinte de 7 mois. Gérard s'est tourné vers moi. Pas demandé. Tourné. De la manière dont on se tournerait vers un meuble qui a besoin d'être déplacé. Libère la chambre. C'est ma chambre, papa. Je suis dans cette chambre depuis 4 ans. Et Marc en a besoin maintenant. Il a une famille. Je suis de la famille. Tu sais ce que je veux dire. Tiffaine a ajouté sa réplique. Celle que je vous ai déjà racontée. Et puis ma mère est apparue dans le couloir, tenant 3 cartons aplatis. La même marque, la même taille. Ceux que j'avais utilisés pour emménager il y a 4 ans. Elle les avait gardés. Pendant 4 ans, elle avait gardé ces cartons dans le garage. Comme si elle avait toujours su que ce jour viendrait. Je me suis dit que c'était temporaire. 1 semaine, peut-être 2, le temps de trouver une solution. C'est ce que Gérard a dit. Juste temporaire, Sophie. Juste le temps que les choses se tassent.
Alors, j'ai déménagé au sous-sol, celui pour lequel j'avais dépensé 3100 € en chauffage. Des murs en béton nu, une seule ampoule au plafond avec une tirette, un matelas que j'ai descendu du placard d'amis posé directement sur le sol car il n'y avait pas de sommier. L'air sentait le moisi et le vieux carton. Et dans un coin, un goutte à goutte lent d'un raccord du tuyau d'eau froide marquait le temps avec un rythme qui m'a empêché de dormir la première nuit. À l'étage, Tiffen s'est mise à l'aise. L'après-midi suivant, elle a posté une photo de mon ancienne chambre, maintenant aménagée en chambre de bébé avec un berceau et des guirlandes pastel, sur son Instagram. La famille fait toujours de la place pour la nouvelle génération, suivi d'un emoji cœur rose. 212 likes, des commentaires pleins d'yeux en cœur et de félicitations, et quel bel espace. Personne n'a demandé à qui était cet espace 24 heures plus tôt. Marc m'a croisé dans les escaliers le lendemain matin. C'est juste temporaire, Sophie. Ne rends pas les choses bizarres. J'ai dormi dans ce sous-sol pendant 3 nuits. La 3e nuit, un raccord de tuyau a légèrement cédé. Pas une explosion, mais une fuite constante. Et je me suis réveillé à 3 heures du matin avec le dos trempé à travers le matelas. Je suis resté allongé là, dans le noir, l'eau s'infiltrant dans le tissu, fixant le plafond, qui était leur plancher. Et j'ai pensé, je paie 2340 € par mois pour dormir dans une flaque d'eau sous ma propre maison. Le lendemain matin, je suis monté pour faire du café. Tiffen était assise à la table de la cuisine, utilisant la machine à expresso que j'avais achetée. Elle a levé les yeux. « Oh, tu es encore là. » C'était la première fois de ma vie que je comprenais que l'amour et la propriété ne sont pas la même chose. C'est arrivé un mardi. J'étais assise dans ma voiture sur le parking du travail, en train de manger une barre de céréales, quand mon téléphone a vibré avec une notification de mon service de surveillance de crédit. Je m'y étais inscrit 3 ans plus tôt, non par paranoïa, mais parce que mon cerveau d'ingénieur aime suivre les données. L'alerte disait « Nouvelle hypothèque détectée sur la propriété au 147 avenue des Marronniers, Lyon ». Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e. Puis j'ai posé la barre de céréales et j'ai ouvert le rapport complet. Une hypothèque de 95 000 €, déposée auprès du Crédit Lyonnais Communautaire, une petite banque locale sur la rue Garibaldi, la même où mon père avait son compte courant. La signature de l'emprunteur sur l'addendum à l'acte de propriété, Sophie Bernard. Sauf que je n'avais jamais rien signé. Je n'étais jamais allé au Crédit Lyonnais Communautaire. Je n'avais jamais autorisé une hypothèque sur ma propriété. J'ai affiché l'image de la signature sur le PDF. Elle ressemblait, assez pour tromper un regard désinvolte, mais je connaissais ma propre écriture comme un musicien connaît son propre instrument. Le B majuscule de Bernard était faux. Je le boucle serré en haut. Celui-ci avait une large courbe, comme si on l'avait copié d'une photocopie. Et mon deuxième prénom, mon initiale pour Élise, était écrit en lettres d'imprimerie. Je l'écris toujours en cursive. Quelqu'un avait décalqué ma signature du contrat de location de la voiture d'occasion que j'avais signé 2 ans plus tôt, celui que mon père avait obligeamment photocopié pour ses archives. J'ai appelé la banque. Un directeur a confirmé que le prêt avait été traité 3 mois auparavant par un représentant décrit comme un membre de la famille du propriétaire du bien. Le témoin sur la demande était indiqué comme étant Daniel Bernard. Ma mère. 95 000 €. Mon nom. Ma maison. Sans ma connaissance, sans mon consentement. Je suis resté assis sur ce parking, les 2 mains sur le volant, tremblantes, non pas de peur, mais de rage. Si cette hypothèque apparaissait officiellement sur mon rapport de crédit dans les 30 prochains jours, mon score de 761, construit sur près d'une décennie de discipline, s'effondrerait. Et avec lui, tout ce pourquoi j'avais travaillé. Le compte à rebours avait commencé. Il y a un café sur l'avenue Jean Jaurès qui reste ouvert 24 heures sur 24. J'y suis resté assise jusqu'à 1 heure du matin avec un café noir et une serviette en papier que j'avais aplatie sur la table. J'ai tracé une ligne au milieu. Côté gauche, ce que je perds si je me bats. Côté droit, ce que je perds si je ne le fais pas. Le côté gauche était court mais lourd. Ma relation avec mes parents, ce qu'il en restait, la possibilité d'être coupé de la famille élargie, les cartes de Noël de tante Patricia, la poignée de main d'oncle Rémi à Pâques. Et Tiffen était enceinte de 7 mois, ce qui signifiait que toute action de ma part serait présentée comme une attaque contre une future mère. Je pouvais déjà entendre le récit que Gérard construirait. Le côté droit était plus long.
95 000 € de dettes frauduleuses attachées à mon nom, un score de crédit en chute libre, la perte potentielle de ma capacité à refinancer, à emprunter, à fonctionner financièrement en tant qu'adulte indépendante, et la certitude mathématique absolue que si je ne faisais rien, il recommencerait. Parce que les gens qui vous volent une fois et ne subissent aucune conséquence ne s'arrêtent pas. Ils deviennent simplement plus audacieux. J'ai regardé les 2 colonnes. Puis j'ai froissé la serviette et je l'ai jetée. La décision avait déjà été prise au moment où j'ai vu cette signature falsifiée. J'avais juste besoin de la serviette pour le confirmer. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Dubois. C'était une avocate spécialisée en droit immobilier à Lyon, 17 ans de pratique, spécialisée dans les litiges de propriété. La mère d'un collègue la connaissait. J'ai tout raconté à Maître Dubois. Elle a écouté sans m'interrompre pendant 6 minutes. Puis elle a dit, « Sophie, ce que votre père a fait, c'est du faux et usage de faux. Ce que votre mère a fait, c'est de la complicité. Ce que Marc a fait, c'est de l'escroquerie. Je veux que vous ne disiez pas un seul mot à qui que ce soit dans votre famille tant que nous n'aurons pas tout documenté. » Pour la première fois en 4 ans, je ne payais pas des factures pour maintenir une famille unie. Je payais une avocate pour rester moi-même intact. Maître Dubois a travaillé vite. En 48 heures, elle avait déposé une demande officielle, en vertu de mes droits en tant que propriétaire, pour obtenir tous les documents liés à l'hypothèque. Le Crédit Lyonnais communautaire était obligé de se conformer, et ils l'ont fait à contre-cœur, mais ils l'ont fait. Le dossier est arrivé au cabinet de Maître Dubois un jeudi après-midi. Je m'y suis rendu directement après le travail, et nous avons étalé les pages sur sa table de conférence comme les preuves d'une scène de crime. Parce que c'est ce que c'était. L'addendum à l'acte de propriété falsifié, ma signature ou la version que quelqu'un avait décalquée de ce contrat de location de voiture en bas de la page 4. Le nom de ma mère comme témoin à la page 5, avec son écriture inimitable. Daniel Bernard, écrit avec le même stylo à encre verte qu'elle utilisait depuis 20 ans. Puis les relevés de transactions. Maître Dubois les avait surlignés en jaune. 38 000 € transférés directement sur un compte de carte de crédit au nom de Marc G. Bernard. Tout son solde impayé effacé en un seul virement. 22 000 € au garage de la Saône. Un acompte sur un véhicule. 15 000 € retirés en espèces par Daniel Bernard en 3 visites distinctes et 20 000 € intacts sur le compte d'épargne personnelle de Gérard Bernard. Une caisse noire, un coussin de retraite construit sur mon nom. 95 000 € distribués comme des cadeaux de Noël pendant que je dormais sur un matelas mouillé au sous-sol. Maître Dubois m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Il se croyait malin, mais les gens malins ne falsifient pas des documents sur une propriété qu'ils ne possèdent pas avec une banque qui conserve des archives numériques de tout. Elle m'a aussi dit quelque chose que je n'avais pas envisagé. Le conseiller en prêt qui avait traité la demande, un homme nommé Didier Gauthier, avait contourné le protocole standard de vérification d'identité, pas de confirmation en personne, pas d'appel vidéo, juste la parole de Gérard et une signature photocopiée. Nous avons plus qu'assez, a dit Maître Dubois. Maintenant, quand voulez-vous agir? Jour 12. C'est le temps qu'il a fallu entre le moment où j'ai découvert l'hypothèque falsifiée et le moment où j'ai quitté le 147 avenue des Marronniers avec 3 cartons, un sac de sport et un plan. J'avais signé un bail 3 jours plus tôt pour un studio à 8 minutes de là, 80 mètres carrés, propre, calme, 1100 € par mois. Je l'ai signé avec le même stylo que j'utilisais pour les paiements de l'hypothèque. Et pour la première fois, l'argent semblait aller quelque part qui m'appartenait. Le déménagement a pris moins de 2 heures. 4 ans dans cette maison et toute ma vie tenait dans 3 cartons et un sac. Vêtements, ordinateur portable, mon agrément d'ingénieur dans son cadre, la petite boîte à outils que j'avais utilisée pour tout réparer, du robinet de la cuisine à la rampe de la terrasse. Une photo de ma grand-mère Hélène que je gardais sur ma table de nuit. Avant de partir, j'ai placé une enveloppe blanche sur la table de la cuisine. À l'intérieur, une photocopie de l'acte de propriété, mon nom surligné, et un seul mot manuscrit sur du papier ordinaire. Cette maison est à moi. L'hypothèque est à moi. Tout le reste est sur le point de changer. Je suis parti en voiture à 18h15. L'érable dans le jardin commençait à virer au rot. Les premières touches d'orange s'insinuaient dans le verre. Je n'ai pas regardé en arrière. Gérard a trouvé l'enveloppe à 19h. Daniel m'a raconté plus tard ce qui s'est passé.
Il l'a ouverte, a lu la copie de l'acte, a lu le mot, et a déchiré le papier en deux. Puis il a dit, elle bluffe. Il ne savait pas que la copie de l'acte n'était qu'une copie. L'original était enfermé dans un coffre-fort à ma banque, avec chaque pièce de documentation que Maître Dubois avait certifiée. Il a déchiré une photocopie et a cru avoir gagné. Je l'ai laissé croire ça. Il lui restait 18 jours. La première semaine après mon départ, la famille Bernard s'est installée dans ma maison comme s'ils en avaient hérité. Tiphaine a posté une story Instagram depuis le salon. Enfin, une maison qui ressemble à un foyer. 187 vues. Elle avait réarrangé les meubles, accroché une couronne sur la porte d'entrée et placé un paillasson sur le seuil que j'avais payé. Marc a tondu la pelouse pour ce qui, j'en suis presque sûr, était la première fois de sa vie, et a posté un selfie avec la légende « Le devoir de papa commence tôt ». Gérard contrôlait le récit comme il contrôlait tout, de manière décisive et sans preuve. Il a appelé oncle Rémi. Il a appelé tante Patricia. Il a appelé sa propre mère, Hélène. Sa version des faits, telle que je l'ai reconstituée plus tard à partir de multiples sources, était la suivante: Sophie a déménagé. Elle voulait son propre espace. Une fille très indépendante. Aucune mention du sous-sol. Aucune mention de l'expulsion de ma chambre. Aucune mention de l'hypothèque falsifiée. Juste un père fier dont la fille compétente avait décidé de prendre son envol. Ma mère m'a appelé une fois cette semaine-là, pas pour me demander comment j'allais, pas pour dire que je lui manquais. Elle a appelé pour demander: as-tu payé la facture d'électricité avant de partir? Gérard a dit que les lumières ont clignoté. J'ai laissé cette phrase en suspens pendant 3 secondes complètes avant de répondre. Pendant ce temps, Maître Dubois et moi progressions dans notre liste de contrôle. La plainte pour fraude au Crédit Lyonnais communautaire déposée. Les contestations formelles auprès des 3 agences de crédit, Experian, TransUnion, Equifax, soumises avec les pièces justificatives. Et la pièce finale, le préavis de 30 jours pour quitter les lieux, préparé et prêt, adressé à Gérard Bernard, Daniel Bernard, Marc Bernard et Tiphaine Bernard. Selon la loi française, les occupants sans bail ont droit à un préavis écrit de 30 jours avant que les procédures d'expulsion ne puissent commencer. Maître Dubois a programmé l'huissier de justice pour le jour 17. Le même jour que la fête de Gérard. 45 invités. Timing parfait. Ça a commencé avec le système de chauffage. Jour 5 après mon départ, le thermostat de l'unité principale a eu un bug. Un caprice que j'avais appris à réparer moi-même en réinitialisant le disjoncteur et en recalibrant le capteur de température. Ça prenait 90 secondes si on savait ce qu'on faisait. Gérard ne savait pas ce qu'il faisait. Il a appelé une entreprise de CVC. Ils lui ont demandé 2800 € pour un diagnostic et un remplacement potentiel de pièces. Gérard n'avait pas 2800 €. Jour 7, la facture d'électricité est arrivée. 340 € pour le mois, standard pour un hiver dans la région avec 4 adultes faisant tourner le chauffage 24h24. La facture était toujours à mon nom car la demande de transfert que j'avais soumise n'avait pas encore été traitée. Gérard m'a appelé. Quand est-ce que tu reviens? La maison a besoin de toi. Pas tu nous manques. Pas tu vas bien? La maison a besoin de toi. Comme si je faisais partie de la plomberie. Je ne reviens pas, papa. Tu devrais contacter directement la compagnie d'électricité. Le compte est à mon nom, et j'ai déjà soumis une demande de transfert. Qu'est-ce que tu veux dire, demande de transfert? Je veux dire que les factures seront à ton nom à partir du mois prochain. Ou au nom de qui tu veux. 10 secondes de silence. Puis il a raccroché sans un mot de plus. Ce soir-là, Tiphaine m'a envoyé un SMS. Je l'ai encore. Mot pour mot. C'est un timing vraiment égoïste. J'accouche dans 8 semaines. Égoïste. Ce mot. C'est remarquable à quel point égoïste correspond précisément à inopportun pour moi. J'avais versé 147 000 € dans ce foyer en 4 ans. J'avais chauffé le sous-sol à mes frais pour que la maison soit confortable. J'avais remplacé le toit pour que la pluie ne les touche pas. Et la première fois que je me suis arrêté, la toute première fois, je n'étais pas utile. J'étais égoïste. Je n'ai pas répondu aux SMS. Certaines phrases ne méritent pas d'audience.
Ma mère a appelé à 21h un mercredi soir. Elle pleurait. Le genre de pleurs étudiés, mesurés, qui montent et descendent à des intervalles opportuns. Le genre qui sonne comme du chagrin mais fonctionne comme un pied de biche. Ton père est stressé. Son dos va plus mal. Tu sais, il ne peut pas gérer la maison seul. Maman, j'ai entretenu cette maison seule pendant 4 ans. Papa était là tout le temps. C'est différent. Tu es jeune. Tu es forte. Je suis aussi la personne dont la signature a été falsifiée sur un prêt de 95 000 €. Tu veux qu'on en parle? Les pleurs se sont arrêtés. Pas diminués. Arrêtés, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause sur un enregistrement. Un long silence. Puis très doucement. Ton père a dit que c'était pour la famille. C'était pour les dettes de carte de crédit de Marc. J'ai les relevés bancaires, maman. 38 000 € pour sa carte. 22 000 € pour une voiture. Tu as personnellement retiré 15 000 € en espèces en 3 visites. Tu veux que je te lise les dates? Tu vas déchirer cette famille. La famille a été déchirée le soir où vous avez mis 3 cartons devant la porte de ma chambre. Elle a raccroché. Je suis resté seul dans mon studio cette nuit-là avec la feuille de comparaison que Maître Dubois avait imprimée, ma vraie signature à gauche, le faux à droite, et je me suis demandé si j'étais trop dur, s'il y avait une version de cette histoire où tout le monde s'en sortait indemne. Si la bonne chose et la chose gentille étaient la même chose. Puis j'ai regardé à nouveau le faux. L'écriture de ma mère sur la ligne du témoin. Encre verte. Le même stylo qu'elle utilisait pour écrire les listes de courses et les cartes d'anniversaire et le mot qu'elle avait glissé dans ma boîte à déjeuner en CM1. Passe une bonne journée, ma puce. Non, je n'étais pas trop dur. J'étais enfin lucide. Avez-vous déjà eu quelqu'un que vous aimez utiliser votre propre loyauté comme une arme contre vous? J'aimerais entendre votre histoire. Partagez-la dans les commentaires. Vous pourriez aider quelqu'un d'autre à réaliser qu'il n'est pas seul. Marc s'est présenté à mon appartement sans prévenir un jeudi soir. Pas d'appel, pas de SMS, juste 3 coups secs sur une porte dont il n'avait aucune raison de connaître l'adresse, bien que je soupçonne ma mère de la lui avoir donnée. J'ai vérifié le flux vidéo de la sonnette caméra que Maître Dubois m'avait conseillé d'installer la semaine précédente. Marc se tenait sur l'allée, la mâchoire serrée, les poings s'ouvrant et se fermant à ses côtés. J'ai ouvert la porte. Mais qu'est-ce que tu fous, Sophie? Papa dit que tu menaces de nous mettre à la porte. Je ne menace personne. J'exerce mes droits légaux en tant que propriétaire. Propriétaire? Il a ri. Un rire court et laid. Tu penses qu'un bout de papier te rend meilleur que la famille? Ce bout de papier est un acte de propriété. Et un autre bout de papier, celui que tu as falsifié avec papa, est un crime fédéral. Le rire s'est éteint. Son expression a changé, pas vers le remords, mais vers le calcul. J'avais vu Marc vendre des voitures pendant des années. Je savais exactement quand le discours changeait. Écoute, sa voix s'est adoucie. On peut arranger ça. Tiphaine accouche dans 8 semaines. Tu ne peux pas lui faire ça. Je ne fais rien à Tiphaine. Je défais ce qui m'a été fait. Si tu vas jusqu'au bout, tu ne verras jamais ta nièce ou ton neveu. Les mots ont atterri, mais ils n'ont pas collé comme il l'avait prévu. Il utilisait un enfant à naître, comme monnaie d'échange. De la même manière que Gérard utilisait la famille comme justification pour le vol. C'est ton choix, Marc, pas le mien. Il est parti, claquant la porte assez fort pour faire trembler le cadre. La caméra a tout enregistré. Son visage, sa voix, sa menace, l'horodatage. 19h42. Maître Dubois aurait la vidéo le lendemain matin. Certaines personnes construisent des murs avec des briques. Je construisais les miens avec des preuves. Gérard Bernard n'était peut-être pas bon avec l'argent, mais il était un maître du téléphone. Dans les 48 heures suivant la visite de Marc, mon père avait appelé toutes les branches de l'arbre généalogique. Oncle Rémy à Caluire-et-Cuire, tante Patricia à Écully, ma grand-mère Hélène, 82 ans, dans son appartement en résidence pour personnes âgées à Villefranche-sur-Saône. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis un repas de famille 3 ans auparavant. Il les a tous appelés et il leur a tous raconté la même histoire. Sophie a abandonné sa famille.
Sophie menace de mettre sa belle-sœur enceinte à la rue. Sophie a changé. Les messages ont commencé à arriver comme une frappe coordonnée. Oncle Rémi, réfléchis à ce que tu fais, ma petite. Un cousin que je connaissais à peine, la famille d'abord, Sophie, toujours. Tante Patricia a appelé directement, la voix froide. Ta grand-mère pleure. J'espère que tu es contente. J'ai essayé d'expliquer à Patricia l'hypothèque falsifiée, les 95 000 €, les relevés bancaires, la signature qui n'était pas la mienne. Je ne crois pas ça, a-t-elle dit. Gérard ne ferait jamais cette phrase, Gérard ne ferait jamais, était le fondement de toute la stratégie de mon père. Il avait passé 58 ans à se construire une réputation de patriarche fiable. L'homme qui se présentait au barbecue avec une caisse de bière et une poignée de main ferme. L'homme qui appelait sa mère tous les dimanches. Il avait investi des décennies dans cette image. Et maintenant, il l'encaissait pour m'enterrer. Et ça marchait. Au tribunal de l'opinion familiale, j'étais coupable sans procès. J'ai appelé Maître Dubois, je lui ai tout raconté. Elle a écouté, puis a dit quelque chose qui a eu l'effet d'une encre. Ne combattez pas le récit. Laissez les documents parler. Et ils le feront, au bon moment. Elle a jeté un coup d'œil au calendrier sur son bureau. La fête. Quand ils seront tous là. 45 personnes. Un public parfait. J'ai dégluti. C'est dans 5 jours. Alors nous avons 5 jours pour nous préparer. Le jour 14, la lettre est arrivée au cabinet de Maître Dubois, sur papier à en tête du Crédit Lyonnais communautaire. Elle m'a appelé au travail. Vous allez vouloir passer. Je suis allé à son bureau pendant ma pause déjeuner. Elle avait déjà posé la lettre sur son bureau, tournée pour que je puisse la lire. Le paragraphe clé était le 3e, et je me souviendrai du langage pour le reste de ma vie. Suite à un examen de conformité interne, la signature sur l'addendum à l'acte de propriété en date du date masqué ne correspond pas à la signature authentifiée enregistrée pour la propriétaire, Sophie E. Bernard. Le prêt associé a été suspendu en attendant une enquête plus approfondie. Suspendu. Pas résolu, pas encore, mais suspendu. L'hypothèque ne serait pas signalée aux agences de crédit. Mon score de 761 était en sécurité pour le moment. Maître Dubois a continué. Le conseiller en prêt qui avait traité la demande, Didier Gauthier, avait été mis en congé administratif avec effet immédiat. L'équipe de conformité de la banque avait relevé de multiples violations de procédure, la plus critique étant l'absence de vérification d'identité en personne. Gauthier avait admis plus tard dans un entretien interne que Gérard Bernard était un client régulier qui lui avait payé quelques bières et lui avait dit que la propriétaire était hors de la ville, mais pleinement consciente de la transaction. Des bières. Mon père avait échangé des bières contre mon identité financière. L'hypothèque sera retirée de votre acte de propriété dans les 30 jours, a dit Maître Dubois. Mais plus important encore, la banque a maintenant un intérêt institutionnel à coopérer avec nous. Ils ont traité un prêt frauduleux sur la négligence d'un employé. Ils ne veulent pas d'un procès. Pour la première fois en 2 semaines, j'ai senti quelque chose se desserrer derrière mon sternum. Une pression dont je n'avais pas réalisé la présence parce qu'elle était là depuis si longtemps. Mais il y avait toujours la maison. Toujours 4 personnes vivant dans ma propriété qui croyaient avoir gagné. L'huissier, ai-je dit. Jour 17. C'est toujours d'actualité. Maître Dubois a hoché la tête. C'est toujours d'actualité. L'huissier s'appelait Karl. Je n'ai jamais eu son nom de famille. Il avait la quarantaine, bâti comme quelqu'un qui avait joué au football à l'université et n'avait jamais complètement arrêté. Et il avait le calme professionnel et vide d'un homme qui annonce de mauvaises nouvelles pour gagner sa vie. Jour 15, 14 heures. Un mercredi après-midi clair. Karl a remonté l'allée du 147 avenue des Marronniers, a dépassé le nouveau paillasson de Tiphaine et a frappé 3 fois. Gérard a ouvert la porte. Karl lui a remis la sommation de quitter les lieux, un préavis d'expulsion formel de 30 jours émis par la propriétaire, moi, conformément aux lois en vigueur. Le document nommait les 4 occupants, Gérard Bernard, Daniel Bernard, Marc Bernard et Tiphaine Bernard. Il déclarait en langage juridique clair qu'ils avaient 30 jours pour quitter la propriété ou faire face à une procédure d'expulsion formelle devant le tribunal d'instance. Selon le constat de l'huissier, que j'ai reçu le soir même,
Gérard a lu la première page, a levé les yeux, l'a relu et n'a rien dit. La notation, le destinataire est apparu visiblement secoué. Document signifié avec succès à 14h07. Gérard m'a appelé 11 minutes plus tard. Pour la première fois de ma vie, sa voix n'était pas autoritaire. Elle était fêlée. Tu nous expulses. Tes propres parents. Tu as falsifié mon nom sur un prêt de 95 000 €, papa. La banque l'a confirmé. Vous avez 30 jours. Je l'ai fait pour la famille. Tu l'as fait pour les dettes de carte de crédit de marque. J'ai les relevés de transaction. Chaque euro, chaque dépôt, chaque retrait en espèces que maman a fait. Espèce d'ingrate. Il n'a pas fini sa phrase. Il a raccroché. Marc a appelé 4 minutes après, criant déjà. Tu es folle. Tiphaine accouche dans 6 semaines. Où est-ce qu'on est censé aller? Ce n'est plus mon problème à résoudre, Marc. Il est resté 2 jours avant la fête de Gérard. 45 invitations envoyées, traiteur commandé, chaises de location disposées dans le jardin. Il n'a pas annulé. Il a dit à Daniel, on leur montrera qu'on est toujours une famille. C'est Sophie qui est partie. Il croyait toujours contrôler le récit. Dimanche 13h. L'érable dans le jardin du 147 avenue des Marronniers était devenu entièrement orange, et en dessous, Gérard Bernard avait disposé des tables pliantes, un buffet d'un traiteur local, des ballons à l'hélium rose et blanc, et 45 chaises en rangée nette comme une congrégation attendant un sermon. L'événement était présenté comme Bienvenue bébé Bernard, une célébration de l'enfant à naître de Marc et Tiphaine, le premier petit enfant de la lignée Bernard. Gérard avait envoyé des rappels par SMS la veille. Daniel avait préparé un gâteau au citron. Tiphaine portait une nouvelle robe de maternité lavande et était assise sur une chaise rembourrée à la tête de la table principale comme une invitée d'honneur à un banquet. La foule s'est installée au cours de la première heure. Oncle Rémi, short kaki et polo, près du barbecue. Tante Patricia tenant un cadeau emballé, les lèvres pincées. Grand-mère Hélène, 82 ans, assise sur une chaise de jardin rembourrée que quelqu'un avait apportée spécialement pour elle. Des voisins de l'avenue des Marronniers, dont Louise Becker, qui se tenait au bord du jardin avec un verre de limonade et un visage qui disait qu'elle était là pour regarder, pas pour célébrer. Des collègues du garage de la Saône, des amis de Tiphaine du cabinet dentaire, des cousins, des petits-cousins, quelques personnes que je ne pouvais pas situer. Gérard se tenait au centre de tout cela, chemise rentrée, manches retroussées une fois au poignet. Il a levé un gobelet en plastique de limonade et apporté un toast. La famille Bernard s'agrandit. Cette maison, ce foyer, a toujours été une question de famille. 45 personnes ont applaudi. Tiphaine rayonnait. Marc a passé son bras autour d'elle. Daniel souriait derrière la table du gâteau, arrangeant les assiettes. Personne ne m'a mentionné. Gérard avait dit à quiconque posait la question que je ne pouvais pas venir, que je traversais une période difficile. Louise Becker a pris une longue gorgée de sa limonade et n'a rien dit. Il était 13h15. J'étais à 8 minutes de là, assise dans ma voiture avec un dossier en carton sur le siège passager et un battement de cœur que je sentais dans ma gorge. Je me suis garé dans la rue, 2 maisons plus loin, j'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur. Blazer gris, pantalon noir, chemisier blanc, la même tenue que je portais pour les réunions de revue de projet au travail. Cheveux tirés en un chignon bas, maquillage minimal. Je ressemblais à quelqu'un venu livrer un rapport, parce que c'est exactement ce que je faisais. Le dossier en carton reposait sur mes genoux. À l'intérieur, une copie certifiée de l'acte de propriété, la comparaison des signatures, la mienne à gauche, le faux à droite, la lettre officielle du Crédit Lyonnais communautaire confirmant la suspension du prêt. Et des photocopies des relevés de transactions montrant où chaque euro de ces 95 000 € était allé. Maître Dubois avait organisé les pages dans l'ordre. Chacune était marquée d'un onglet. Je suis remonté sur le trottoir à 14h15. La fête durait depuis plus d'1 heure. Les gens mangeaient, riaient, se promenaient dans le jardin. Quelques enfants se couraient après près de la clôture. Les ballons flottaient dans une légère brise. Gérard m'a vu le premier. Il se tenait près des marches du perron, au milieu d'une conversation avec un cousin, et son expression est passée par 3 étapes en environ 2 secondes, surprise, irritation et quelque chose de plus proche de la peur que je n'avais jamais vu sur son visage. Il s'est approché de moi rapidement.
Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis chez moi, papa. Celle dont le nom est sur l'acte. Ne fais pas de scène. Je ne suis pas celle qui a falsifié la signature de quelqu'un sur une demande de prêt. Sa main s'est refermée sur mon bras, juste au-dessus du coude. Pas assez fort pour faire un bleu, mais assez fort pour diriger. Baisse la voix. Une voix est venue de derrière nous, claire et ferme. Gérard, enlève ta main de cette fille. Louise Becker, debout à 2 mètres de là, limonade toujours à la main, expression aussi stable que du béton coulé. Gérard a lâché prise. Quelques têtes se sont tournées, puis quelques autres. Tiffen est apparue à la porte, un sac cadeau de baby shower encore à la main. Elle m'a vu et son visage a perdu toute couleur. Pourquoi est-elle ici? 45 personnes regardaient maintenant. Je me tenais sur le perron, 3 marches au-dessus du jardin, à la vue de tous les invités, et je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. Le silence porte plus loin que les cris quand le public écoute déjà. On a dit à la plupart d'entre vous que j'avais déménagé parce que je voulais mon propre espace. Ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai ouvert le dossier en carton. Cette maison est à mon nom, uniquement à mon nom. Je l'ai achetée il y a 4 ans avec un prêt aidé. J'ai payé chaque mensualité, 2 340 € par mois, 48 mois, 112 320 € au total. Mes parents n'ont contribué en rien. Gérard a fait un pas en avant. Sophie, arrête ça. Il y a 3 semaines, j'ai découvert que mon père, avec ma mère comme témoin, a falsifié ma signature sur une demande de prêt de 95 000 € au Crédit Lyonnais communautaire. J'ai brandi la comparaison des signatures. Ceci est ma vraie signature. J'ai montré la colonne de gauche. Et ceci est celle sur le prêt. J'ai montré la droite. Elles ne sont pas les mêmes. La banque l'a confirmé par écrit. J'ai brandi la lettre du Crédit Lyonnais. Le prêt a été suspendu. La banque enquête. J'ai brandi le résumé des transactions. 38 000 € sont allés aux dettes de carte de crédit de marque. 22 000 € à un concessionnaire automobile pour son acompte. 15 000 € ont été retirés en espèces par ma mère. 20 000 € sont actuellement sur le compte d'épargne de mon père. Mes parents m'ont volé 95 000 € en falsifiant mon nom. Le jardin est devenu silencieux. Pas le silence poli d'une pause entre les toasts, le silence sans air de 45 personnes réalisant qu'elles se tiennent au milieu du mensonge de quelqu'un d'autre. Tante Patricia a posé sa tasse sur la table. Oncle Rémi a regardé Gérard avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Puis Louise Becker a parlé assez fort pour chaque coin de ce jardin. J'habite à côté depuis 11 ans. J'ai vu cette fille tondre cette pelouse, peindre ces murs, déneiger cette allée, seule, à chaque fois. Et ils ont eu le culot de la mettre au sous-sol. J'ai posé le dossier sur la rampe du perron. Je ne suis pas là pour me venger. Je suis ici parce que 45 personnes méritent de connaître la vérité avant de féliciter cette famille pour son agrandissement. Tiffen s'est levée lentement de la chaise rembourrée, une main sur la coudoir, l'autre sur son ventre. Son visage était de la couleur des assiettes en carton empilées sur la table du traiteur. Elle a regardé Marc comme on regarde un étranger portant les vêtements de son mari. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Marc n'a pas bougé. Ses yeux étaient fixés sur un point au sol, quelque part entre ses chaussures et le bord de la pelouse. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Marc. La voix de Tiffen a monté d'une octave. Dis-moi que les 38 000 € n'étaient pas vrais. Dis-moi que tu n'as pas utilisé de l'argent volé pour payer tes dettes. C'est compliqué, Tiff. Ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Sa voix s'est brisée à travers le jardin comme du verre sur du carrelage. Un enfant près de la clôture s'est arrêté de courir. Oncle Rémi a posé son assiette. Grand-mère Hélène, assise sur sa chaise de jardin rembourrée, a agrippé les 2 accoudoirs et a fixé son fils avec le genre d'immobilité qui précède un verdict. Gérard a essayé. Il s'est avancé, les bras ouverts. Le patriarche réassemblant sa scène. Tout le monde, c'est une affaire de famille. Oncle Rémi l'a coupé. Une affaire de famille? Tu as falsifié le nom de ta fille, Gérard. Ce n'est pas une affaire de famille. C'est un crime. Tante Patricia, la même femme qui m'avait dit que ma grand-mère pleurait à cause de moi, a ramassé le cadeau de naissance emballé qu'elle avait apporté,
l'a remis dans son sac et s'est éloignée de la table sans un mot. Puis Hélène a parlé. Sa voix était fine à cause de l'âge, mais plus dure que tout ce que j'avais entendu cet après-midi-là. Gérard, je ne t'ai pas élevé pour que tu sois un voleur. Maman, assieds-toi et tais-toi. Gérard s'est assis sur une chaise pliante au milieu de sa propre fête, devant 45 personnes. Il s'est assis et n'a rien dit. Tiphaine est rentrée à l'intérieur. La moustiquaire a claqué derrière elle. Un par un, les invités ont commencé à rassembler leurs affaires. Personne n'a pris de reste de gâteau. Personne n'a dit félicitations. La fête était terminée. La maison était à moi. 1 heure plus tard, le jardin ressemblait aux séquelles de quelque chose d'annulé en pleine phrase. Des tables pliantes toujours debout, des assiettes en carton coincées dans l'herbe, des ballons roses et blancs attachés à la boîte aux lettres, flottant dans un vent qui n'avait plus de fête sous lui. J'étais assise dans ma voiture sur le bord de la route, moteur éteint, les mains sur les genoux. Je m'attendais à ressentir quelque chose de vif. Le triomphe. Le soulagement. Le claquement net de la justice rendue. Au lieu de cela, je me sentais vide, comme si je venais d'arracher une dent qui pourrissait depuis des années. Nécessaire, correct. Et rien de tout cela ne me faisait du bien. À travers la fenêtre avant, je pouvais voir Gérard assis dans le salon, juste assis. Daniel était dans la cuisine. Je pouvais voir son ombre bouger derrière le rideau, essuyant le comptoir, comme elle le faisait toujours quand elle ne savait pas quoi faire d'autre. À l'étage, derrière la porte fermée de la chambre de bébé qui était autrefois ma chambre, Tiphaine avait enfermé Marc dehors. Je pouvais l'entendre même depuis le trottoir. Sa voix, étouffée mais reconnaissable. Tu m'as dit que tu avais eu une prime. Une prime, Marc. Tu m'as menti en face pendant 3 mois. J'allais te le dire quand? Après la naissance du bébé? Après qu'on ait emménagé dans une maison qui n'est même pas la nôtre? Une voiture s'est garée derrière la mienne. Oncle Rémi. Il est sorti, s'est approché de ma fenêtre et est resté là un moment avant de parler. Je te dois des excuses. J'ai cru ton père. Je n'aurais pas dû. Merci, oncle Rémi. Ça compte beaucoup. Il a hoché la tête une fois, est remonté dans sa voiture et est parti. Tante Patricia est partie sans s'arrêter, mais 48 heures plus tard, elle enverrait un SMS de 2 paragraphes, des excuses qu'elle avait clairement réécrites plusieurs fois. J'ai démarré ma voiture et je me suis éloigné de l'avenue des Marronniers. Dans le rétroviseur, les ballons flottaient toujours au-dessus de la boîte aux lettres, rose et blanc contre un ciel gris, célébrant quelque chose qui n'existait plus. Tiphaine a appelé cette nuit-là à 21h30. Sa voix était différente de ce à quoi je m'attendais. Pas en colère, pas en pleurs, juste plate. La voix de quelqu'un qui n'a plus de sentiments et qui fonctionne maintenant à l'information. J'ai besoin de tout savoir. Chaque euro, chaque mensonge. J'ai hésité. C'était la même femme qui m'avait dit de quitter ma propre maison, qui avait posté ma chambre sur Instagram comme un trophée, qui m'avait qualifié d'égoïste pour ne pas avoir payé la facture d'électricité d'une propriété qu'elle occupait gratuitement. Mais elle était aussi enceinte de 7 mois et venait de découvrir que son mari avait financé leur vie avec de l'argent volé. Quoi qu'elle ait été avant, en ce moment, elle était quelqu'un qui méritait la vérité. Je lui ai envoyé les relevés de transactions, tous. 15 minutes de silence. Puis son nom est apparu à nouveau sur mon téléphone. Les 22 000 € pour la voiture. Il m'a dit que c'était une remise du concessionnaire. Il a dit qu'il l'avait mérité. Je suis désolé, Tiphaine. Vraiment. Ne sois pas désolé. C'est moi qui t'ai dit de quitter ta propre maison. Une pause assez longue pour traverser une ville. Je ne savais pas que c'était ta maison. Gérard m'a dit que c'était une propriété familiale, transmise par tes grands-parents. C'est ce qu'il a dit. Ça n'a jamais été une propriété familiale. Je l'ai achetée avec mon propre argent quand j'avais 25 ans. Un autre silence, puis plus bas. Je te dois des excuses. De vraies excuses. Pas maintenant. Je ne peux pas maintenant, mais je t'en dois. Avant de raccrocher, elle m'a dit quelque chose que je ne savais pas. Marc lui devait aussi 7 000 €. De l'argent qu'elle lui avait prêté avant le mariage. De l'argent qu'il avait juré de rembourser après la naissance du bébé. Elle commençait à voir le schéma que j'avais mis 4 ans à apprendre.
Ces derniers mots, j'appelle ma mère demain. Je n'élèverai pas ce bébé dans une maison construite sur des mensonges. Elle a tenu parole. La semaine après la fête, la famille Bernard s'est effondrée comme un bâtiment dont on a retiré le mur porteur. Et je suis bien placé pour le savoir. Je suis ingénieur. Je sais exactement ce qui se passe quand on enlève ce qui soutenait tout. Tiphaine a déménagé chez sa mère à Saint-Étienne, à 1h30 à l'est. Marc l'a appelée 14 fois le premier jour. Elle n'a répondu à aucun appel. Le troisième jour, son statut Facebook est passé de marié à vide. Pas célibataire, pas c'est compliqué, juste vide, ce qui semblait en quelque sorte plus bruyant que l'un ou l'autre. Marc a perdu pied sans Tiphaine, sans le récit du bébé en route. Il n'était plus qu'un homme de 33 ans dormant sur le canapé dans la maison de sa sœur. Sauf que ce n'était pas la maison de sa sœur. C'était juste celle de sa sœur. Gérard, pour la première fois dans la mémoire de Marc, s'est retourné contre lui. Si tu n'avais pas été aussi endetté, rien de tout ça ne serait arrivé. L'enfant chéri découvrait le revers de la médaille. Gérard lui-même s'effondrait de manière plus lente et plus silencieuse. Il a annulé sa partie de poker hebdomadaire pour la première fois en 12 ans. A dit à ses copains des histoires de famille. Mais deux des hommes de ce groupe avaient été à la fête. Ils savaient déjà. Les appels que Gérard avait l'habitude de recevoir de cousins prenant des nouvelles, d'amis voulant déjeuner, se sont raréfiés. Oncle Rémi n'a pas appelé du tout. Hélène, sa propre mère, n'a pas répondu à ses appels pendant 3 jours d'affilée. Daniel m'appelait une fois par jour, tous les jours. Même scénario, même cadence. S'il te plaît, reviens à la maison. On peut arranger ça. Et chaque jour, je donnais la même réponse. Il n'y a rien à arranger, maman. Il y a seulement ce qui se passe ensuite. Le vendredi, une lettre est arrivée au 147 avenue des Marronniers du Crédit Lyonnais communautaire. Une demande formelle pour que Gérard et Daniel se présentent en personne à l'agence pour discuter de l'affaire. La banque avait ses propres problèmes maintenant, et Gérard était à court de gens prêts à croire sa version de l'histoire. Internet n'est pas tendre avec les secrets. Il l'est encore moins quand le secret implique des baby showers et des hypothèques volées. Tiphaine a supprimé le post Instagram. La famille fait toujours de la place pour la nouvelle génération, celui avec 212 likes et un emoji cœur rose. Elle l'a supprimé, mais les captures d'écran vivent éternellement. Et en moins d'une journée, une de ses amies du cabinet dentaire a posté un statut énigmatique sur Facebook. Imaginez découvrir que la maison que vous pensiez être un cadeau était en fait une propriété volée. Certaines familles emoji drapeau rouge 89 commentaires, 340 réactions. Tiphaine n'était pas nommée. Ce n'était pas nécessaire. Les gens qui savaient, savaient. Sur l'avenue des Marronniers, le réseau de rumeurs fonctionnait à la vitesse d'une impasse. Louise Becker ne faisait pas de commérage. Ce n'était pas dans sa nature. Mais quand les voisins demandaient, elle leur donnait une seule phrase. J'ai vu cette fille construire cette maison de ses propres mains. Vous devriez demander à Gérard ce qu'il a construit. C'était le genre de phrase qui n'avait pas besoin de suite. Les gens comblaient les vides eux-mêmes. Au garage de la Saône, les collègues de Marc avaient été à la fête, 2 d'entre eux. Ils avaient vu les documents, entendu Tiphaine crier, vu Gérard se faire dire de s'asseoir par sa propre mère. L'un d'eux a demandé à Marc le lundi matin, « Et, ce n'était pas la maison de ta sœur ?» Marc n'a pas répondu. Il a demandé 3 jours de congé personnel. Son manager l'a approuvé sans poser de questions. Certains silences sont plus éloquents que des explications. Tante Patricia m'a envoyé un SMS le 2e mardi. Il était plus long que ce à quoi je m'attendais et plus honnête que ce que je méritais de la part de quelqu'un qui m'avait dit que ma grand-mère pleurait à cause de moi. Sophie, je suis désolé. J'aurais dû t'écouter avant de te juger. Je me suis toujours demandé comment Marc pouvait se permettre cette nouvelle voiture. Maintenant, je sais. J'espère que tu pourras me pardonner avec le temps. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais j'ai sauvegardé le message. Certaines excuses doivent reposer avant que l'on sache ce qu'elles pèsent. Jour 30. Le préavis d'expulsion a expiré un mardi matin. Pas de prolongation, pas de négociation, pas d'appel de dernière minute qui changeait quoi que ce soit. Maître Dubois a envoyé une dernière lettre formelle à la maison. Si tous les occupants n'avaient pas quitté les lieux en fin de journée,
nous déposerions une demande d'expulsion par voie de justice auprès du tribunal d'instance de Lyon. La lettre était adressée à Gérard. Elle est arrivée par courrier recommandé. Il l'a signée. Cette signature, au moins, était la sienne. Gérard m'a appelé cet après-midi-là. Sa voix était différente. Pas en colère, pas autoritaire, même pas la version fêlée d'il y a quelques semaines. Elle était plate, épuisée. La voix d'un homme qui n'a plus personne à blâmer et qui n'a pas encore appris à se regarder dans un miroir. Où est-ce qu'on est censé aller, Sophie? J'ai déjà regardé pour vous. Il y a 2 appartements disponibles sur la rue d'Elme. 1200 € et 1400 € par mois. Ta pension d'invalidité couvre le loyer. Maman peut postuler pour un travail à temps partiel. C'est votre point de départ. Silence. Je ne vous mets pas à la rue sans rien, papa. Je vous dis que vous ne pouvez pas vivre dans une maison que vous m'avez volée. Il y a une différence. Je n'ai pas volé. Si, tu l'as fait. Plus de silence, puis. D'accord. C'était tout. Un mot. Le mot le plus petit et le plus lourd qu'il m'ait jamais dit. Daniel a commencé à faire les cartons le lendemain matin. Gérard était assis dans son fauteuil et regardait. Marc, qui avait déjà emménagé chez un ami 2 semaines plus tôt, est passé pour récupérer le reste de ses affaires. Il a porté 2 cartons jusqu'à sa voiture sans regarder personne dans les yeux. Jour 33. Gérard et Daniel ont emménagé dans l'appartement à 1200 € de la rue d'Elme. Une chambre, rez-de-chaussée, une fraction de l'espace qu'ils avaient occupé gratuitement dans ma maison. Gérard n'a pas dit un mot en tournant la clé dans la serrure pour la dernière fois. Daniel s'est attardé à la porte d'entrée, a regardé la maison, puis m'a regardé, debout près de ma voiture. Elle a hoché la tête, un petit signe lent, et s'est dirigée vers le côté passager du camion de Gérard. J'ai tendu à mon père 2 annonces d'appartement parce que je ne pouvais pas ne rien lui tendre. Même après tout, je ne pouvais pas être ce qu'il était pour moi. Les suites juridiques ont été plus calmes que les suites personnelles, mais non moins définitives. Le Crédit Lyonnais communautaire a terminé son enquête interne 6 semaines après la fête. Le résultat, le prêt de 95 000 € a été entièrement annulé. L'hypothèque sur le 147 avenue des Marronniers a été retirée de tous les registres de propriété. L'entrée frauduleuse sur mon dossier de crédit a été effacée par des contestations formelles auprès d'Experian, TransUnion et Equifax. Mon score, qui n'avait en fait jamais baissé grâce à l'action préventive de Maître Dubois, est passé de 761 à 774 une fois la suppression de l'hypothèque prise en compte. Didier Gauthier, le conseiller en prêt qui avait traité la demande sur la parole de Gérard et quelques bières, a été licencié. La banque m'a envoyé une lettre d'excuse formelle et m'a offert une compensation de 5 000 € à titre de geste commercial. J'ai refusé l'argent. À la place, j'ai demandé un engagement écrit que le Crédit Lyonnais mettrait en œuvre une vérification d'identité en personne obligatoire pour toutes les futures demandes de prêt. Ils ont accepté. Maître Dubois a fait notarier l'engagement. La question la plus difficile est venue ensuite. Les poursuites pénales. Maître Dubois l'a exposé clairement. Ce que Gérard et Daniel avaient fait, falsifier une signature sur un instrument financier, constituer un faux et usage de faux en vertu des lois en vigueur. Ce que Marc avait fait, recevoir sciemment les produits du délit, était une escroquerie. J'étais en droit de porter plainte. J'ai choisi de ne pas le faire. Non pas parce qu'il ne le méritait pas, mais parce que je ne voulais pas passer 2 ans dans les salles d'audience à revivre la pire chose que ma famille m'ait jamais faite. J'avais déjà gagné. J'avais ma maison, mon crédit, mon nom de retour. Je n'avais pas besoin d'une condamnation pour savoir que j'avais raison. Mais Maître Dubois a envoyé une dernière lettre à Gérard. Mademoiselle Bernard a choisi de ne pas engager de poursuite pénale pour le moment. Cette décision est une courtoisie, pas un dû. Toute utilisation future non autorisée de l'identité ou de la propriété de Mademoiselle Bernard sera directement signalée aux forces de l'ordre. Daniel m'a dit plus tard. Gérard a lu cette lettre 2 fois, l'a pliée et l'a mise dans un tiroir. Il n'en a plus jamais parlé. Certains avertissements n'ont pas besoin d'être bruyants. Ils ont juste besoin d'être permanents. 2 mois après la fête, j'étais assise à ma table de cuisine dans le studio, celui que j'avais loué comme échappatoire temporaire, et j'ai écrit un email. Pas à Maître Dubois, pas à la banque. À ma famille.
À tous les trois, Gérard, Daniel, Marc. Il m'a fallu 4 heures pour bien le formuler. Non pas parce que le langage était compliqué, mais parce que je voulais que chaque mot soit un mur avec une porte. Assez ferme pour me protéger. Assez ouvert pour prouver que je n'étais pas comme eux. L'email avait 3 sections. La première était financière. Je ne fournirai pas de soutien financier pour le loyer, les charges ou les dépenses personnelles. Si vous avez besoin d'aide, je peux vous orienter vers des ressources communautaires à Lyon. La seconde concernait le contact. Je suis ouverte à la communication, mais seulement sous des conditions spécifiques. Pas de langage culpabilisant, pas de demande, et pas de discussion sur la maison ou le prêt. Si ces limites sont franchies, je mettrai en pause le contact pendant 90 jours. La troisième concernait l'avenir. Si et quand la confiance sera reconstruite par un changement constant et démontré au fil du temps, pas par des mots, je suis ouverte à avoir une relation, mais ce sera à des conditions différentes d'avant. Je l'ai lu 6 fois. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Gérard n'a jamais répondu. Pas un mot. Ni à ce moment-là. Ni depuis. Daniel a répondu 2 jours plus tard. Je comprends. Je suis désolé, Sophie. Vraiment. Marc a répondu 2 semaines plus tard. 4 mots. J'ai compris. Ce qui était soit de la croissance, soit de la fatigue. Je ne pouvais pas le dire et j'ai décidé que ça n'avait pas d'importance. J'avais passé 4 ans à me demander si j'étais trop dure, trop froide, trop. Mais écrire cet email, l'exposer en langage clair, poser des conditions auxquelles je pouvais me référer, c'était la première fois que je sentais que j'étais exactement assez. Avez-vous déjà dû tracer une ligne avec quelqu'un que vous aimez? Pas avec colère, mais avec un document. Comment vous êtes-vous senti? Dites-le moi dans les commentaires. Vous découvrirez peut-être que vous n'êtes pas le seul à tenir ce stylo. 3 mois après la fête, Tiffaine a donné naissance à une fille. 3,3 kg. Lise-Marie Bernard, née dans un hôpital de Saint-Étienne, près de la maison de la mère de Tiffaine, dans une salle d'accouchement où Marc n'était pas invité. Tiffaine m'a envoyé une photo le lendemain matin. Un minuscule visage enveloppé dans une couverture blanche, les yeux fermés, un poing miniature recroquevillé contre sa joue. Sous la photo, un message plus long que tous ceux que Tiffaine m'avait jamais envoyé. Sophie, je t'ai dit des choses terribles dans une maison que je n'avais aucun droit de revendiquer. J'avais tort. On m'a dit des choses qui n'étaient pas vraies, et j'ai choisi de les croire parce que c'était plus facile. C'est de ma faute. Tu ne me dois rien. Mais si jamais tu veux rencontrer Lise-Marie, elle a tes yeux. En fait, la porte est ouverte. Sans pression, sans délai. J'ai regardé cette photo pendant longtemps. Puis j'ai pleuré. Pour la première fois depuis que j'avais quitté l'avenue des Marronniers, j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de colère, mais de ce soulagement particulier de quelque chose qui se détend dans votre poitrine et que vous aviez oublié être contracté. J'ai répondu, merci, Tiffaine. Ça compte plus que tu ne l'imagines. J'aimerais rencontrer Lise-Marie quand le moment sera venu. Tiffaine avait demandé la séparation au tribunal de Saint-Étienne. Elle ne retournait pas avec Marc. Elle m'a dit plus tard, dans une conversation que je ne m'attendais pas à avoir, que les 7 000 € qu'il lui devait encore étaient la plus petite de ses dettes. Marc m'a appelé une fois après la naissance de Lise-Marie. Il a demandé s'il pouvait amener le bébé me voir un jour. J'ai dit oui, mais dans un café en ville, pas chez moi. Espace public, terrain neutre, une limite que je n'avais pas besoin d'expliquer. Et il n'a pas essayé d'insister. Le pardon n'est pas un interrupteur. C'est un robinet. Et c'est moi qui contrôle le débit. 6 mois après la fête, j'ai réemménagé au 147 avenue des Marronniers. Ma maison, mon nom sur l'acte, ma main sur la poignée de porte, ma clé dans la serrure. J'ai repeint chaque pièce, de nouvelles couleurs, non pas pour effacer quoi que ce soit, mais parce que j'avais gagné le droit de choisir. Gris doux dans la chambre, blanc chaud dans la cuisine. Le sous-sol a eu un vrai sol, une barrière anti-vapeur et un éclairage encastré. Je ne voulais plus jamais regarder du béton nu. Louise Becker est passée le premier après-midi avec une plante de lavande en pot, l'a posée sur la rampe du perron, m'a serré la main et a dit « Bienvenue à la maison, ma chérie. » Pour de vrai cette fois. Au travail, la promotion que je visais est arrivée.
Ingénieur de projet senior. Salaire 104 000 € par an. J'ai signé la lettre d'offre au même bureau où j'avais vu pour la première fois l'alerte de surveillance de crédit qui a tout déclenché. J'ai commencé à écrire. Pas des rapports. Des mots. Un blog d'abord, des essais personnels sur les systèmes familiaux, sur le coût d'être la personne fiable, sur ce qui se passe quand on arrête de subventionner les gens qui ont confondu votre travail avec votre amour. Le premier article, le test du sous-sol, comment j'ai su qu'il était temps de partir, a été partagé 4200 fois le premier mois. Une petite maison d'édition à Paris, les éditions du Port, m'a contacté. Il voulait un livre. J'ai signé le contrat pour l'acte est à mon nom, reprendre sa vie en main face à une famille qui prend trop. Délai de publication, 8 mois. Gérard et Daniel vivent sur la rue d'Elme. Il appelle une fois par mois. Les appels sont courts, gênants et dépourvus de demandes. C'est en soi un progrès. Marc travaille chez un concessionnaire à Caluire et voit Lise-Marie toutes les 2 semaines. Il est plus silencieux maintenant. Est-ce de la croissance ou de l'épuisement? Je ne suis pas sûr. J'ai cessé d'avoir besoin de le savoir. J'ai rencontré Lise-Marie dans un café un mardi après-midi. Elle avait 3 mois, endormie dans son porte-bébé. Marc me l'a tendue et je l'ai tenue, chaude, incroyablement petite, et j'ai pensé, je n'ai pas perdu une famille. J'ai perdu une version de la famille qui n'a jamais été réelle et j'ai construit quelque chose de mieux à sa place. La maison est calme maintenant, mais c'est un genre de calme différent. Pas le silence d'être ignoré, mais la paix d'être en contrôle. C'est mon histoire. Je l'ai partagée non pas parce que je suis en colère. Je ne le suis plus. Mais parce que je sais que quelqu'un, quelque part, est allongé dans son propre sous-sol en ce moment, payant pour une maison dans laquelle il n'a pas le droit de vivre, se demandant s'il est le problème. Vous n'êtes pas le problème. Vous n'avez jamais été le problème. Et le moment où vous décidez d'arrêter de financer le mensonge, c'est le moment où votre vie commence vraiment.